quatrième génération de l'Apple Watch sera-t-elle la bonne surprise de cette année? La Series 4 est-elle l'année de la maturité pour la montre du constructeur de Cupertino? Quelles sont ses forces et faiblesses? Va-t-elle faire de l'ombre à l'industrie horlogère suisse et enfin révolutionner le marché? Toutes les réponses dans ce grand test. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Cette semaine, en plateau comme chroniqueur, à mes côtés, surprise, il n'a pas encore succombé au charme de l'Apple Watch Series 4, lui qui craque tout de suite. Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Alors pourquoi tu n'as pas encore craqué cette année? Tu attends la fin de l'émission pour te décider? Voilà, déjà, parce que je sais qu'il y aura des interventions de haute qualité aujourd'hui. Oui, on a fait fort cette semaine. Voilà, et je pense que, voilà, déjà. Et aussi, c'était une rumeur d'ailleurs, dans le Buzzomètre la semaine dernière, on disait qu'il y avait le XS Max, le 10S Max et l'Apple Watch qui se vendaient très très bien. Et c'est le cas, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc combien même tu la voudrais, tu peux pas, c'est ça? Il va falloir attendre. C'est très difficile d'en avoir Je très facilement, d'avoir le modèle qu'on veut aujourd'hui. Bon, on va essayer de te pistonner. En duplex depuis Lausanne, ça tombe bien pour parler d'horlogerie cette semaine et la rédaction de Mac Forever. Il est l'un des rares résidents suisses à acheter ses montres en France, à l'Apple Store, s'il vous plaît. Didier Policani, bonjour Didier. C'est vrai, tu achètes tes montres en France, toi? Bah écoute, oui, voilà, parce que moi je suis français, pour les gens qui le savent pas. Donc voilà, mais c'est vrai que la Suisse, c'est quand même un endroit très intéressant pour suivre ce marché horloger. Je pense qu'on en parlera avec Grégory juste après là, que tu vas présenter. Grégory qui est une vraie petite pointure et ça me fait vraiment très plaisir qu'il soit là aujourd'hui. Pas une petite, une grosse pointure. Et nous restons en Suisse, on met le cap non plus sur Lausanne, mais sur Genève, avec un journaliste spécialiste, le journaliste spécialiste de l'industrie de l'horlogerie, Monsieur Grégory Ponce de businessmontre.com. Bonjour Grégory. Bonjour Olivier, pourquoi petite pointure? Non, grosse pointure, énorme pointure. Mais on ne voulait pas être désobligeant, tu vois, on ne touche pas au physique. Enfin, notre community manager, Alexandre Masméjean. Bonjour Alex. Bonjour Olivier. Ça va Alex? Oui, très bien, et toi? Oui, tu as lancé une nouvelle start-up, tu nous en parleras tout à l'heure dans les coups de cœur. Oui, c'est une plateforme de freelance décentralisée. Voilà. Et au poignet, tu as quoi alors? Tu as l'Apple Watch ou pas? Alors moi, j'ai l'Apple Watch série 0, donc c'était présenté comme la première, mais au final, c'est un peu la version alpha, donc... Bon, je sens que tu vas vraiment transformer ton poignet, tu vas voir, je te l'ai fait essayer tout à l'heure. Ça change vraiment la donne. En attendant de vous donner un verdict autour de cette montre, Alex va nous parler du chiffre de la semaine. Alex, quel est le chiffre de la semaine? Le chiffre de la semaine, c'est 58%. À la question, quel usage pour l'Apple Watch? Et vous êtes 58% à répondre pour un tracker d'activité. Voilà, on a cité d'autres choses comme tout simplement une montre, un lecteur de musique, un appareil musical, mais non, Apple mise tout sur le sport et ça paye. La majorité veut traquer son activité et donc mesurer ses performances physiques. Ouais, c'est intéressant ce sondage, Alex, puisqu'Apple s'est longtemps cherché sur les usages de sa toquante et elle mise à fond, tu l'as dit, depuis maintenant 2 ans à peu près sur le sport. Grégory, Apple semble avoir, en tout cas pour le moment, abandonné le créneau de l'horlogerie de luxe. On se souvient de l'Apple Watch édition en or à près de 20 000 €. Elle a même fermé ses corners dans les grands magasins. Ça a été une erreur à l'époque de se positionner ainsi? C'était probablement une erreur et ils ont bien fait de sous-traiter cette partie luxe pour laquelle ils sont moins crédibles à Hermès et à d'autres marques de mode. Pour qui, effectivement, on trouve des déclinaisons de la montre d'Apple avec la griffe Hermès du fabricant, la griffe française, bien sûr. En quoi ça a été une erreur? Parce que le produit n'était pas terminé ou parce que c'est pas une montre, tout simplement? C'est une erreur psychologique parce que dans la perception du commun des mortels, l'électronique, c'est pas du luxe et le luxe est incompatible avec l'électronique. En revanche, ils ont confié à Hermès le soin de luxifier et de donner un semblant de luxe à l'Apple Watch, et ça a très bien marché. C'est probablement la montre Hermès qui s'est le mieux vendue de toute l'histoire de la marque, et il faut dire que c'est plutôt joli comme travail. Ouais. Pour autant, on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses autour du marché de l'horlogerie, et notamment l'industrie horlogère suisse. Est-ce qu'Apple a fait, oui ou non, beaucoup de mal à cette industrie? Apple a commencé à faire du mal, Apple a commencé à grignoter, et Apple et toutes les smartwatches en général ont commencé à grignoter les bases de l'horlogerie suisse, c'est-à-dire l'entrée de gamme suisse. Depuis 10 ans, l'entrée de gamme suisse a perdu 10 millions de montres, c'est-à-dire que 10 millions de montres électroniques suisses qui n'ont pas été fabriquées et pas vendues. Ce n'est malheureusement, à mon avis, qu'un début. Qu'est-ce que tu appelles l'entrée de gamme? C'est quoi? C'est du Swatch ou c'est plutôt... Ça part de Swatch et ça va jusqu'à Tissot, en gros. D'accord.
Et là, on voit tous les mois dans les statistiques d'exportation une baisse régulière des volumes. Il y a quelques chiffres qui circulent. Le problème, c'est qu'Apple ne communique pas les chiffres officiels de vente de l'Apple Watch, hein, Didier. Ça reste un secret, bien jalousement gardé. Tout est noyé, hein, Didier, avec les autres produits comme l'Apple TV, les AirPods et les housses pour iPhone. Hein. Alors, on en discutait juste avant l'émission avec Grégory. En Suisse non plus, ils communiquent pas leurs chiffres. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce secret sur les ventes, sur les volumes de vente. Alors, Apple... Généralement, en Suisse, on communique peu sur les chiffres. Hein. Voilà. Je ne veux pas faire mon mauvais esprit, mais allons-y. Mais c'est vrai qu'aussi, derrière, Apple a quand même donné des petits indices. Hein, et notamment, ils sont positionnés face au leader mondial de l'horlogerie. Mais pareil, on ne parle pas de volume, on parle a priori que de chiffre d'affaires. Et puis, c'est pas chiffré. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est beaucoup au-dessus, si elle est un petit peu au-dessus. Tu vois, voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai que de plus en plus, malgré tout, puisque l'Apple Watch rentre quand même dans une catégorie des résultats, Apple est une société quand même publique, et on voit à peu près le volume que ça fait. On a une petite idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, la façon dont l'Apple Watch a grossi, là, c'est quand même beaucoup plus dur à comptabiliser. Ouais. On a vu quand même passer un chiffre, Didier et Grégory, hein, il y a quelques mois, selon lequel, Tim Cook l'a confirmé sans donner de chiffres officiels, il l'a confirmé lors de la dernière Apple Event en septembre dernier, comme quoi aujourd'hui Apple était le plus gros vendeur de montres au monde et dépassait l'industrie horlogère suisse. Au quatrième trimestre 2017, on a quand même un chiffre, 6,8 millions de montres qui auraient été écoulées par la Suisse au quatrième trimestre 2017. Dans le même moment, Apple aurait, selon Canalys, c'est une estimation, écoulé 8 millions, hein, presque 2 millions de plus, 1,2 million de plus d'Apple Watch. D'accord, là on voit véritablement le danger que ça représente. Pour autant, Grégory, est-ce que pour toi, l'Apple Watch est-elle une montre ? Alors, il est évident qu'elle est une montre puisqu'elle s'accroche au poignet et elle donne l'heure. Donc, c'est un objet de poignet comme la montre est un objet de poignet. Je comprends pas cette querelle d'académiciens pointillistes. L'Apple Watch est une montre, elle entre directement en concurrence avec les montres suisses et avec toutes les montres du monde entier d'ailleurs, mais tout particulièrement avec les montres électroniques. Les montres mécaniques hyperstatutaires de la Suisse ne sont pas encore menacées, mais à mon avis, ça va pas tarder. Ceci dit, pour reprendre la balle au bond sur les chiffres, on imagine aujourd'hui qu'Apple, en soi, Apple tout seul, livre et vend à peu près les 2/3 de ce que vendent toutes les marques suisses mises ensemble, les 2/3. Et Apple est aujourd'hui, et ce n'est plus contesté par personne, le premier horloger du monde en volume de montres vendues et en valeur. Ça, je pense que c'est incontestable. Et même en Suisse, chacun en est conscient. Et on a vu se multiplier ces dernières semaines, et c'est intéressant, Stéphane, on en parlait avant de préparer cette émission, et c'est pour ça qu'on a un petit peu scénarisé l'émission ainsi, notamment le sommaire. C'est un peu la surprise, cette Apple Watch Series 4. On ne s'attendait pas à vraiment avoir d'énormes innovations, d'énormes évolutions. Elle arrive vraiment à maturité, on va vous la présenter dans un instant. Et ça pourrait être vraiment, entre guillemets, l'an 1 de la Watch qui va tout balayer sur son passage. Oui, Olivier, déjà on avait un peu senti les prémices avec la série 3. Déjà, ça confirme de façon définitive que les premières versions, parce qu'on a eu vraiment 2, et la série 2 étaient vraiment des alphas et des bêtas. Et là, il y a une forme de maturité, parce que les innovations, l'expérience déjà des premières versions, plus ces innovations-là, la font basculer d'un truc comme un objet qui fait partie du quotidien, comme le smartphone est devenu un objet du quotidien à partir de 2007, quand l'iPhone l'a fait. C'est-à-dire que passer de la montre statutaire qui était évoquée, qui était souvent le seul bijou que les hommes portaient et qui était même, moi je sais qu'aux 18 ans de mon fils, j'étais heureux de lui en offrir une. Si je lui offre une Apple Watch pour ses 18 ans, bon, ok, mais là, c'est un objet qu'on garde toute sa vie. Qu'on garde toute sa vie, l'Apple Watch. On ne la garde pas toute sa vie, je te confirme, voilà. N'est-ce pas ? Et je pense que là, il y a un nouvel usage qui va s'installer. Et je dis pas que la seule différence, là, tu portes 2 montres sur le même poignet. C'est pas très élégant, mais c'est pour faire la démo. Hein. Oui, bien sûr, mais il m'arrivait, moi, et c'était pas pour la démo, que je portais 2 montres, la statutaire à la main droite et l'Apple Watch à la main gauche. Pour le transfert d'activité. Et voilà, et c'était pas extraordinaire, je vous dire la vérité. Donc nous avons que 2 poignées. On peut collectionner les téléphones, mais les poignées, non. C'est compliqué. Et donc tu disais, pour conclure, Grégory, et de revenir, et on va revenir dans un instant sur on va attaquer la revue de l'Apple Watch Series 4.
Tu penses qu'Apple peut aller vraiment beaucoup plus loin avec cette montre-là et monter en gamme ou véritablement c'est vraiment son bon créneau? Ils ont enfin trouvé le bon créneau pour l'Apple Watch aujourd'hui. Alors, moi, je l'ai écrit. L'Apple Watch 4 c'est pas une évolution de l'Apple Watch 3, c'est une révolution. C'est une révolution fondatrice. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres Apple Watch à venir, mais c'est une révolution qui va faire des dégâts considérables sur l'horlogerie suisse parce que on ne peut pas lutter contre un instrument médical. Surtout quand on a plus de 65 ans ou même de plus de 45 ans, surtout quand on est un senior. Et cette Apple Watch 4 cible franchement les seniors qui sont les meilleurs clients de la montre suisse. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un hold-up sur les clients de la montre suisse. Alors, on reviendra sur le sujet de la santé, effectivement, parce que ça semble être le futur créneau de cette Apple Watch. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant de commencer la revue de l'Apple Watch, un clin d'œil à notre partenaire Rhino Shield, fabricant de coques pour iPhone, particulièrement résistante. On vous en offrait la semaine dernière. Cette semaine, Rhino Shield vous propose un bon plan, 15% de réduction sur toutes les coques de la marque, et ce pendant une semaine. L'émission commence à être diffusée ce vendredi, donc jusqu'à vendredi prochain. Pour en bénéficier, c'est très simple, il suffit de commander sur le site de Rhino Shield et de saisir le code promo ORLM au moment de valider votre commande, et vous aurez donc 15% de réduction. Elles sont particulièrement résistantes et elles sont jolies, vous pouvez les personnaliser à loisir, faites-vous plaisir et merci Rhino Shield. Allez, on commence notre grand test par le design et l'ergonomie. Apple Watch 4, oui, a un écran plus grand et plus rond, on va en parler. Après 3 années sans évolution majeure, le cadran est désormais plus grand, l'écran est vraiment plus large, avec une diagonale, regardez, de 44 mm contre 42 pour le grand modèle. Et on passe de 40 contre 38 auparavant pour le petit modèle. C'est vraiment plus agréable et c'est très simple Didier, on s'en aperçoit dès qu'on saisit le code, hein, c'est vraiment plus gros. Regardez quand on saisit le code, la différence qu'on peut avoir entre l'ancien et le nouveau. À gauche, vous avez l'Apple Watch 3 et à droite, l'Apple Watch Series 4. Didier. Oui, bah, tu vois, en horlogerie, 1 millimètre, c'est énorme. Et ça, on s'en rend pas compte quand on dit, ouais, on passe de 40 à 44, mais c'est monstrueux. Et c'est vrai que quand tu la mets la première fois, que tu passes d'une série 3 à une série 4, t'as l'impression presque, ça fait un peu play school, tu sais, que tout est plus gros, tu peux tout à coup tout toucher avec tes gros doigts. Et moi, je vois sur la version précédente, souvent, des fois, on se plantait un peu dans les menus, tu sais, dans l'écran d'accueil avec toutes les petites icônes, là, des fois, tu te gourais d'applications. Donc ça, c'est vraiment très, très agréable. Franchement, c'est un des deux grosses nouveautés cette année. Et c'est vrai qu'on l'apprécie énormément. Et on en parlait la semaine dernière sur les écrans d'iPhone. Une fois que tu t'habitues à plus grand, tu ne peux plus revenir à plus petit. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui trouvaient cette montre minuscule quand elle a été présentée. Et là, quand tu reviens à une série 3, alors que tu as passé, je sais pas, une semaine avec la série 4, tu n'arrives plus à l'utiliser, quoi. Vraiment, on a besoin de grandeur. Et moi, j'aurais presque envie d'une montre même encore plus grande, tu vois. Ça va bien plus loin qu'agrandir l'écran. On va y revenir un instant. Mais juste une petite question peut-être à Grégory. Ça faisait longtemps qu'on attendait une montre plus grande chez Apple, hein. Nos voeux sont enfin exaucés dans cette émission, on est ravis. Mais on disait souvent, les montres trop grands, c'est pas trop le style. On en trouve des montres très grandes dans l'industrie suisse notamment. En Suisse, on fait nettement plus grand que 40 ou 44. Mais moi, je dirais que je vois dans cette augmentation de taille une preuve, ou du moins un indice supplémentaire du fait qu'on cible les seniors qui, comme chacun sait, ont des problèmes de vue. À partir de 40 ans, la vue se réduit. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Grégory. Je ne vois pas du tout. Non, voilà. Et des problèmes de doigts. Les seniors ne sont pas des champions du pianotage sur les écrans tactiles. Ouais. Donc là, on leur simplifie la vie. Et je trouve ça diabolique de la part d'Apple d'avoir pensé à ça. Alors c'est plus grand, tu l'as dit Grégory, tu l'as dit également Didier, mais pour autant le boîtier reste d'une taille respectable. Alors, regardez, c'est plus grand, mais ça reste quand même compact, car Apple a beaucoup rogné sur les bordures de l'écran sur ce nouveau modèle, à l'instar des derniers iPhones. Tu faisais l'analogie à l'instant, Didier. Donc ça reste relativement discret, du moins écran éteint quand on allume. Regardez, là effectivement ça saute aux yeux, Didier. Oui, c'est clair. Moi, c'est assez amusant. Enfin, on en parlera peut-être après, mais de voir que effectivement cet écran, bon, il n'est pas bord à bord encore. Hein, c'est encore des bonnes bordures comme sur l'iPhone. Ouais, enfin. Et puis c'est drôle de voir que sur tous les visuels d'Apple, ils te mettent un écran rond. Oui. Même si des fois il y a des petites complications sur les côtés et tout, mais quand même, c'est drôle qu'ils n'aient pas un modèle, ou peut-être qu'ils y réfléchissent, hein, on ne sait pas, mais un modèle qui soit vraiment rond, puisque on l'a vu sur Android. Je ne sais pas si tu as déjà essayé des montres Android qui sont vraiment rondes. Alors il y a des problèmes dans les coins, parce que forcément il y a des boutons, tu as du mal à écrire, mais quand même, au niveau du style, et je trouve que c'est beaucoup, surtout si tu aimes les cadrans avec les petites aiguilles et tout, c'est vachement plus agréable. Alors là, il y a l'avantage de l'OLED où le noir a l'air très très noir, donc tu peux te faire un cadran rond en ayant un peu l'impression que ta montre est ronde, mais malgré tout,
cette forme carrée, je trouve que voilà, moi je sais pas, je m'y fais pas quoi. Enfin, moi, ça me choque beaucoup moins. Je ne sais pas ce qu'on pense ici en plateau ou même Grégory. Tu l'as pas eu en main, Grégory, mais tu as vu les vidéos. Écran allumé, je trouve que on est moins choqué par le côté d'une image carrée dans un écran avec des bordures arrondies. On n'a plus cette image de l'image rectangulaire dans un boîtier, je viens de le dire, parce que l'écran, moi, je trouve qu'il est vraiment bord à bord, contrairement à ce que tu dis, Didier. Et je trouve qu'il vient lécher les bords. Et c'est vraiment arrondi, c'est-à-dire l'affichage est arrondi comme sur l'Apple Watch. Et lorsque vous allumez la torche, c'est criant, regardez, vous avez un timbre-poste, en gros, un rectangle qui s'affiche sur l'Apple Watch série 3, et vous avez une image qui est vraiment arrondie, un joli petit hublot sans jeu de mots, c'est une marque de montre. Sur l'Apple Watch Series 4, c'est beaucoup plus agréable. Tu as regardé un petit peu, Stéphane? Ah oui, bien sûr. Mais non, mais c'est comme la première fois où on a eu un iPhone. Ça ressemblait à aucun autre téléphone qu'on avait sur le marché à l'époque. Ça ressemblait pas au smartphone ou équivalent smartphone de Nokia, de Sony Ericsson, de Motorola et tout ça. Et ils ont fait ce truc-là qui ressemblait à une brique et quand on dit, ça ressemblait à... Voilà. Et finalement, aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent et c'est eux qui ont lancé la vague. C'est une forme carrée, mais si vous la mettez à côté, et là ça saute aux yeux d'un iPhone 10S ou un 10S Max, vous verrez quand même une analogie en termes de design, les bordures arrondies. Voilà, en matière d'affichage, ça reste un produit d'Apple et c'est une signature de marque également. Il y a aussi une uniformisation en matière de signature de marque et j'espère que cette signature de marque, petit au passage, comme c'est les tendances chez Apple, ils unifient les usages et les designs, elle va arriver enfin sur ces machines-là et notamment sur l'iMac avec ses bordures très larges. Je n'en peux plus. Le premier bénéfice, on l'a dit, c'est de gagner en espace de travail grâce à cet écran élargi, Didier. C'est vraiment visible sur le nouveau cadran, le cadran infographe, qui permet désormais d'afficher jusqu'à 8 complications, notamment celles qui s'affichent dans les petits coins, regardez, qui grâce à la réduction de bordure de l'écran, sont désormais accessibles dans les coins. Et je comprends pourquoi, en fait, ce cadran, on le trouve que sur le nouveau modèle, parce que sur l'ancien, on ne peut pas l'afficher, l'écran n'est pas assez large. Et moi, ce que j'aime bien, alors je ne sais pas si tu as installé aussi, c'est le cadran modulaire, donc toujours dans cette version, mais ils ont fait une déclinaison modulaire, en fait, donc avec beaucoup de complications. Et tu vois, par exemple, la météo, tout au fil de la journée, là, il te met, par exemple, aujourd'hui, il va faire 17 degrés, et puis 18, etc. Enfin, tu as à peu près les 5 prochaines heures. Donc, ça, c'est hyper agréable. Tu as, par exemple, les minimales et les maximales quand tu affiches juste la complication de la météo. C'est-à-dire que tu commences à avoir pas mal d'infos qui vont t'éviter d'aller jongler dans les applis qui vont avoir... Parce qu'en fait, l'Apple Watch, c'est ça, c'est un produit que tu utilises comme ça 3 secondes. Tu veux avoir les infos 3 secondes. Et d'avoir plein d'infos sur l'écran, en fait, c'est super utile. Donc, plus l'écran est grand, mieux c'est. On va parler des bracelets. L'Apple Watch Series 4 reste compatible avec les bracelets. Voici notamment ici un exemple de la dernière gamme de bracelets Scratch Sport. Je trouve ça un peu cheap, moi, personnellement, mais passons, 70, 80 €, c'est ça, Didier, le bracelet sport? C'est pas vraiment digne d'Apple. Je crois un petit peu moins, je crois que c'est 59, mais ça reste cher pour du nylon quand même. Et je trouve que, bizarrement, sur l'Apple Watch Series 4, il y a quand même je trouve que les attaches sont un peu moins souples. Et ça va particulièrement compliqué la recharge quand vous utilisez un dock, pas forcément un dock d'Apple, parce que celui d'Apple n'est jamais sorti, enfin celui de l'AirPower. Voilà, il faut on est parfois obligé, comme c'est le cas avec ce modèle-là, le modèle Alu, de retirer le bracelet pour pouvoir le charger parce qu'elle est un peu bombée, parce que le dos, je trouve, est un peu plus bombé qu'auparavant. Si vous regardez, il est d'abord il est désormais en céramique et en cristal de saphir. Il n'y a plus de plastique comme auparavant. Ça n'est plus réservé au haut de gamme. Et effectivement, j'ai trouvé, Didier, je ne sais pas si tu as fait cette remarque, le dos est plus bombé. Et quand on la pose sur un dock qui a besoin d'être en équilibre, moi, elle se casse la gueule. Oui, j'ai constaté ça aussi, mais je pense que c'est aussi aux accessoiristes un peu de s'adapter à tout ça. Le dos, il fait vraiment très premium, même sur la petite version là, d'entrée de gamme en alu. Ouais, regardez, Donc ça, c'est assez stylé. Et puis aussi, important, Olivier, c'est que tu peux réutiliser tous tes anciens bracelets. Donc si tu as investi dans du Hermès, etc., tu peux les garder. C'est qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que nous, on a fait une petite vidéo, là, je sais pas si tu pourras la passer, on a testé pas mal de bracelets. Par contre, je trouve qu'Apple se repose sur ses lauriers. Ils avaient fait une belle collection avec la première version et ça a quasiment pas évolué depuis. Ouais, il y a juste alors, des heureusement couleurs, qu'il y a Hermès qui fait des choses et heureusement qu'il y a d'autres sites, d'autres marques qui s'y mettent et qu'ils n'ont pas trop protégé effectivement les brevets, etc. Mais quand même, je suis un petit peu déçu qu'Apple fasse pas un peu plus d'efforts là-dessus. Tu vois, ils sont encore vendus avec ces petits bracelets sport. Bon, je sais pas. Il y aurait des choses à faire, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Non, on te vend toujours les mêmes depuis 3-4 ans. Là. Ce bracelet sport est très inspiré, Grégory, de la fameuse iQpod, la première montre designée par Mark Newson, mais c'est une autre histoire.
Tu penses quoi concrètement, Grégory, de ces initiatives, de ces collections qui viennent à quasiment à chaque changement de saison, de couleur, sombre pour l'hiver? C'est un comportement d'horloger, c'est tout à fait classique. Et contrairement à ce que dit Didier, moi je trouve que les couleurs qu'on nous a présentées sont plutôt sympathiques et les bracelets Hermès sont une fois de plus très réussis. Ce qui est intéressant sur les bracelets et qui n'a pas encore été pour moi fait, c'est qu'on n'a pas exploité la possibilité de rendre ces bracelets utiles pour les données pour des données de santé. En termes de capteurs. En termes de capteurs, et je pense qu'on pourrait éventuellement, c'est quelque chose qui n'a pas encore été investigué. Sûrement, les ingénieurs ont commencé à travailler dessus, ça coûterait sûrement plus cher. Mais puisqu'on est sur des éléments liés à la santé, on en reparlera plus tard dans l'émission, c'est quelque chose que les bracelets n'ont pas encore apporté à leur juste... Et même de la batterie. Il y en a qui ont essayé de faire avec le port diagnostic, là, d'essayer de leur faire des bracelets avec un peu plus de recharge, parce que ta montre, elle tient quand même que la journée. Donc ça aurait pu être une idée, mais Apple veut pas. Non, mais en gros, c'est vrai que les mouvements des bras peuvent être utilisés comme source d'énergie. Ça marche. Allez, pour terminer sur le registre de l'esthétique, un point important, son jeu de mots, c'est la disparition du point rouge qui était propre à la série 3. Regardez, qui faisait pas l'unanimité en termes de design, qui était remplacé par un discret cercle rouge, effectivement sur la série 4, et qui indique donc que c'est une série 4 et qu'elle est équipée de la 4G, on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est vraiment plus agréable lorsqu'on touche cette couronne numérique, et on parle de couronne encore une fois, Grégory, c'est qu'elle est équipée d'un retour haptique, le fameux Taptic Engine cher à Apple sur l'iPhone et sur le Mac, Didier. Le fait de mettre un retour haptique, en fait, ça rajoute de la précision. C'est-à-dire quand tu te balades dans les menus, c'est plus approximatif. Là, tu as vraiment un petit tac à chaque fois. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Et pour résumer, donc, elle se décline désormais en deux versions, aluminium et inox. Pourquoi désormais? Parce que la version céramique a disparu. La version aluminium reste moins chère, plus légère, mais son écran est en verre. Ion X, il est un peu plus fragile. Moi, j'ai réussi à en casser un modèle. Regardez sur cette photo. Alors que les écrans avec les boîtiers en inox sont recouverts d'une couche de cristal de saphir. Et malgré ma grande maladresse, je n'ai pas encore réussi. Et mon côté Pierre Richard à les casser. Les prix, l'aluminium GPS, 429 € dans la version 40 mm, 459 € pour la version 44 mm. La version GPS pur cellulaire, toujours en aluminium, ça grimpe à 529 en 40 mm et 559 en 44 mm. Et la version acier inoxydable GPS plus cellulaire, 699 € 40 mm, 749 € 44 mm. On voit quand même, Grégory, et pour conclure sur ce thème-là, qu'il y a quand même une volonté de monter en gamme, tout doucement, mais sûrement, et le prix monte chaque année. Oui, le prix monte, mais dans des proportions très raisonnables par rapport aux montres suisses. Et on n'est jamais qu'à la moitié de la Tag Heuer qui se veut la seule concurrente suisse de l'Apple Watch. Aujourd'hui, si tu avais à comparer avec une montre suisse, tu parlais de Tag Heuer, on est à quel prix concrètement? La Tag Heuer est autour de 1600 francs suisses, dollars, euros à peu près, à quelques détails de TVA près. Et c'est une montre sous Android? Et c'est de l'Android, pas forcément de nouvelle génération. On trouve aujourd'hui une quinzaine à peu près de montres connectées suisses, plus ou moins Swiss-made, mais généralement, celles qui sont capables de concurrencer l'Apple Watch sont au double du prix. Et le fait que l'industrie est signée avec Google, est-ce que quelque part, comment apporter une valeur ajoutée si on offre les mêmes fonctionnalités que la montre du voisin? On rassure les clients avec le Swiss-made et avec la marque, qui est quand même assez illusoire, et ça fera pas très longtemps illusion. On sait bien que l'Apple Watch, c'est bien plus qu'une montre. Grégory, vous en parlez tout à l'heure. Apple l'orne du côté de la santé et du bien-être. On en parle dans ce prochain chapitre. Apple Watch Series 4 cap sur la santé et le bien-être. Apple positionne de plus en plus sa montre sur le créneau de la santé, à l'image de la fonction électrocardiogramme, la fameuse fonction ECG, qui va bien plus loin que la mesure du classique cardio-fréquence-mètre qu'on connaissait auparavant, Didier, sur les anciens modèles. Ah bah oui, là ça te fait un vrai électrocardiogramme, c'est vraiment un outil entre guillemets médical. Alors attention. Comme à l'hôpital. Voilà, faut quand même aller à l'hôpital quand tu as des problèmes de cœur, mais disons que ça peut te faire un petit contrôle rapide, éventuellement ça peut servir à ton médecin. Donc
On l'a pas encore testé, mais l'idée, c'est effectivement de venir serrer la couronne digitale ici, donc avec ton doigt, pendant une trentaine de secondes, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Et puis, il va te fournir effectivement un ECG derrière. Alors, ça marche pas encore, même aux US, hein, je crois qu'ils l'ont pas encore activé, mais effectivement, c'est prévu d'ici la fin de l'année. La vraie question, puisque effectivement, il faut l'autorité, donc aux États-Unis, c'est la Food and Drug Administration, la FDA, mais chez nous, tu sais, en Europe, il y en a un par pays. Enfin, ça peut mettre quand même un certain temps à arriver, et on nous parle même des fois de plusieurs années. Donc ceux qui achètent ça aujourd'hui, je leur dirais méfiez-vous quand même parce que c'est pas dit que ce soit effectivement approuvé en France très rapidement. Hein. Ouais, on attendait depuis longtemps cette fonction qui tue, cette valeur ajoutée qui ferait qu'on pourrait basculer vers un produit vraiment de masse, même si déjà plusieurs dizaines de millions d'exemplaires ont été vendus. Là, il semblerait que son jeu de mots, qu'Apple ait mis le doigt sur la fonction qui tue, mais effectivement, Didier a raison, il faut des agréments français, européens, et ça peut prendre du temps. C'est certain, parce que c'est quand même quelque chose qui est un sujet sensible, qui est la santé. Et la santé, on peut, même à l'époque chez Doctissimo, quand on était obligé toujours de dire, c'est pas parce que vous lisez des choses dessus. Tu dis Doctissimo parce que tu as travaillé j'ai travaillé pendant 4 ans. Dans une autre vie pour Voilà. Doctissimo. Et en gros, on disait, voilà, Alexandre la lecture de ce site ne vous affranchit pas d'aller voir un médecin. Là, c'est exactement la même chose. On ne pourra pas commencer à dire que la montre va bientôt vous soigner. Par contre, elle peut prévenir. Je me souviens que tu m'en avais parlé. Toi, tu avais des petites accélérations au niveau cardiaque. Tachycardie. Et la montre t'a alerté. Et il m'a dit, c'est pas normal que vous soyez allongé, que vous soyez à 180. Non, c'est pas normal. Le truc, c'est que ça va être de plus en plus des petites, que ce soit pour l'électrocardiogramme, que ce soit pour éventuellement les variations de tension plus tard, le calcul de la glycémie, pourquoi pas. Ça devrait arriver. On a vu pas mal de brevets. Je pense que ça va décomplexer les développeurs et ceux qui les financent, souvent maintenant les laboratoires pharma, parce que ça leur permettrait d'avoir des données supplémentaires pour améliorer leurs médicaments, et ce qui ne sera pas plus mal. Néanmoins, d'un autre côté, il ne faut pas devenir complètement parano et hypochondriaque au maximum en se faisant des électros toutes les 2 minutes. Ouais. Ça peut y arriver. Mais néanmoins, c'est que qu'il n'y ait pas le tampon de la FDA. Mais la fonction n'est pas active, hein, parce qu'il n'y a pas le tampon. Le fait qu'il n'y ait pas le tampon, ça doit être au moins un signal d'alerte et qu'en gros, il y a quelque chose qui est très important, c'est la prévention. L'autre fonctionnalité, on en parlera juste après, c'est pour le détecteur de chute. Rien qu'avec ça, plus ça va devenir des fonctionnalités incontournables que d'autres vont essayer de copier. Et là, à nouveau, on voit que Apple est un meneur et pas un suiveur, ce qui n'était pas arrivé depuis quelque temps, et qui donne d'une certaine façon déjà une idée que ce produit-là sera un succès, comme les AirPods ont été aussi un succès, parce que ça a été les premiers à sortir un truc comme ça. Tu donnais l'exemple de mon petit épisode estival lorsqu'effectivement j'ai eu une petite tachycardie. Donc là, ça a détecté effectivement que mon cœur tapait fort alors que normalement j'étais au repos et c'était pas normal. Donc elle m'a alerté. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais c'était pas grave, je vous rassure. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Elle est capable de détecter des troubles du rythme cardiaque sur une journée, comme un vrai électrocardiogramme. Si vous faites des tests d'effort et des problèmes de fibrillation. Donc là, elle peut vraiment vous sauver la vie à terme. Et si vous avez un problème, elle les mémorise et votre médecin est capable de les interpréter en lisant l'électrocardiogramme à terme. Donc ça ouvre vraiment de nouveaux horizons. Mais il faut attendre, effectivement, tu l'as dit Didier, que la fonction qui pour l'instant réservée aux États-Unis arrive en Europe et en France. Mais en tout cas, voilà, on peut imaginer de nouveaux usages et surtout peut-être de nouveaux moyens de financer l'acquisition de cette montre. On sait que les mutuelles peuvent être intéressées pour financer... c'est plus intéressant pour eux de payer une fois quelques centaines d'euros plutôt que de payer des médecins chirurgie qui coûterait plusieurs milliers. Voilà. Et même pour la sécurité sociale. Donc on va pas me dire que bientôt que Apple va être un allié du trou de la Sécu, c'est peut-être pas ça encore. Ouais. Mais en tout cas, ça va contribuer à pas mal de choses. Et il faut juste dire aussi que dans les années à venir, le dossier médical, enfin, va avoir un vrai dossier médical partagé. Ça a été... numérisé, tu veux dire. En tout cas, qu'on pourra avoir en permanence accessible pour notre médecin. Tous tes antécédents médicaux. Et donc, si en plus il est alimenté à travers certains objets dont la montre comportera autour du poignet, ça ne pourra qu'être utile. Et ça, c'est ça. Rien que ça, c'est déjà une véritable révolution. Et c'est vrai que les gens... Malheureusement, pour les montres statutaires qu'on mettra peut-être pour de grandes occasions, on les mettra de moins en moins souvent. Et cette montre, cet objet qui habille notre poignet va supplanter les montres dites statutaires. Et c'est vrai que c'est comme ça a été dit au tout début, on est peut-être Apple a
mis un grand pied dans la fourmilière du marché des montres. Ouais. Et puis il y a aussi l'aspect de la gestion des données. On sait qu'Apple met en avant le fait qu'ils ne vendent pas les données, mais c'est vrai que c'est un facteur important, les données médicales. Moi, je ne donnerai pas mes données médicales à Google concrètement, mais on verra à l'avenir si Apple pourra tirer la différence et marquer une vraie différence par rapport à la concurrence sur ce point-là. En attendant, cette fonction n'est pas encore active, il faudra se contenter du détecteur de chute. Didier, tu as essayé ? En fait, il faut quand même savoir, si tu as des personnes âgées autour de toi, qu'il y en a qui payent des sommes pas négligeables pour acheter un appareil à mettre autour du cou, pour appeler des urgences un peu spécialisées. Sur le même modèle, hein ? Et que là, comme le disait Grégory, c'est que effectivement, il cible les personnes, les seniors, et que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui tombent et pour qui c'est très très grave. Enfin, moi, j'ai une grand-mère, tu vois, elle a rampé toute une journée dans sa maison parce qu'elle est tombée d'une échelle et elle avait personne pour l'appeler. Elle aurait eu ça tout de suite, ça aurait été idéal. Donc là, on a un petit détecteur de chute. Alors tout le monde s'est marré le premier jour. Alors attention, parce qu'il est quand même désactivé par défaut chez les jeunes, enfin chez les moins de 65 ans. Ouais. C'est ça. Donc il faut venir l'activer. Si tu as 2 montres, il faut même aussi bien lui dire que c'est ta montre principale, la série 4, sinon l'option n'apparaît pas. Et une fois que tu as fait ça, donc voilà, il y a un analyseur de chute. Alors Apple, c'était assez rigolo pendant la keynote, ils t'ont montré les différents types de chutes qu'on pouvait avoir. Je trouvais ça assez mignon. Ouais. Et effectivement, il est capable donc d'appeler les secours, sauf si évidemment tu réagis. Mais ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument pas anodin. Ouais. Grégory, ta réaction, là, on est vraiment dans l'univers de la silver economy, comme on l'appelle aujourd'hui. Hein. En Suisse, on a un système de sécu qui n'est pas exactement comme en France, mais il y a déjà des compagnies d'assurance maladie qui proposent 150 francs, alors c'était 150 € en gros, de réduction en vous offrant un bracelet Fitbit si vous le portez. Je pense que très vite, l'Apple Watch va être fourni en série, et là, ça ne sera pas des économies sur la prime annuelle de 150 francs, mais on pourra peut-être ajouter un zéro. Donc, c'est imparable. C'est ça qui me désole, c'est que l'horlogerie suisse n'a pas vu venir le coup, et là, elle ne peut pas lutter contre un outil de poignet de cet acabit. On essaiera de parler en fin d'émission avec toi, justement, quel est l'avenir à long terme, comment les Suisses peuvent réagir à l'avancée rouleau compresseur des GAFA. On en parlera en fin d'émission, mais d'abord, on va passer aux questions Twitter avec Alexandre. Alex, quelles sont les questions ? Beaucoup de questions cette semaine, on est obligé d'en garder que 2. Oui, alors la première question nous vient de François Lopez, @François_Lopez, qui demande et qui nous relance sur pourquoi n'y a-t-il que Orange qui propose la eSIM pour l'Apple Watch cellulaire ? Problème d'incompatibilité réseau. Qu'est-ce qui se passe avec Free, Bouygues Télécom, SFR ? Est-ce que ça ne nous plaît pas ? Alors, on va peut-être avec Stéphane et peut-être Didier s'il a d'autres éléments de réponse, mais on sait que ça nécessite une mise à jour importante des réseaux cellulaires des différents opérateurs. Déjà, quand on l'active, on s'aperçoit déjà qu'il y a des interfaces qui apparaissent sur le téléphone pour activer cette option. Donc déjà, il faut rajouter cette option, que l'opérateur en lui-même fasse déjà tout ce travail-là en amont. Ça fait plus d'1 an que ça a été fait. On pourrait dire que les opérateurs ont pensé que c'était... les opérateurs avaient le temps matériel de développer. C'était une niche de marché pour eux. Mais c'était pour une niche. Une micro-niche, là aujourd'hui, on ne parle plus de niche, parce que maintenant l'eSIM se généralise avec le 10S. Avec l'iPhone. Avec l'iPhone et le 10R qui arrive là dans quelques semaines, dans quelques jours. Ils vont s'y mettre. Ce qui veut dire que obligatoirement les opérateurs vont s'y mettre. Néanmoins, même... on le précise et on le répète encore ici, ceux qui sont chez Orange en particulier, c'est-à-dire une grande majorité, pouvaient avoir accès à cette option. Ceux qui étaient en business ne pouvaient pas avoir accès à cette option parce que c'était juste une question de système d'information en amont. Ouais. Il faut préparer, il y a tout un tas de tests, etc. Et c'est pas quelque chose qui se fait de façon anodine. Le fait qu'il y ait donc maintenant des appareils qui vont maintenant généraliser l'eSIM, on peut raisonnablement penser que ça va arriver dans quelques mois pour tout le monde. C'est obligatoire, sinon ils se couperont d'une grosse partie de la population qui auront acheté les nouveaux téléphones. Voilà. Donc on peut penser que ça va arriver. Tout le monde y travaille, tout le monde l'a confirmé. Néanmoins, et on l'a pu attester déjà quand on avait activé l'option sur la série 3, il nous est arrivé de l'effacer l'option et de la réactiver. Pour que ça marche. Pour que ça marche. Là encore, donc en gros, c'est quelque chose qui est, même quand on le propose, c'est pas quelque chose qui est... hyper fiable. Voilà. Et donc, en gros, qu'on peut avoir en 2 secondes sans problème. Bien sûr, et quand ça marche très bien. Et... D'ailleurs, je l'ai utilisé juste avant l'émission où j'étais coincé dehors. J'avais laissé mon téléphone et j'ai appelé grâce à ma montre. Donc, je peux vous dire que c'est une option qui fonctionne très bien et qui est très utile. Et toi, qui étais très utile quand tu cours. Ça sert essentiellement pour ceux qui aiment courir ou se balader sans leur téléphone.
Pour le jogging, c'est génial, hein. Vous prenez les AirPods, vous les mettez dans les oreilles, vous écoutez la musique en 4G sur l'Apple Watch. Vous lancez évidemment la fonction d'activité. Et voilà, c'est totalement autonome. Vous pouvez recevoir des coups de fil. Et c'est l'idéal. Mais y compris chez Orange, lorsque je suis passé de la version 3 à la version 4, ça n'a pas marché du premier coup parce qu'ils n'avaient pas encore préparé le réseau pour transférer les données de la 3 à la 4. Il a fallu une petite semaine pour que je puisse utiliser la fonction, que j'annule mon abonnement sur la 3 et que je le recrée sur la 4. Voilà, vous voyez que c'est Même encore... sur la même montre, ça a fait la même chose. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je changeais d'iPhone, ils m'ont désactivé de fait. Moi, je pensais, voilà, donc voilà. Mais bon, en tout cas. Bon, vous voyez, donc c'est assez perfectible. Mais effectivement, la bonne nouvelle, et Stéphane l'a résumé, à partir du moment où l'eSIM, la carte SIM virtuelle, arrive sur les iPhones, l'ensemble des opérateurs, vu que là, il va se vendre des dizaines de millions de monde de par le monde, l'ensemble des opérateurs devraient très rapidement les adopter. Deuxième question, on est très en retard. L'autre question qui m'intéresse beaucoup aussi, ça vient de Christophe Aigron, qui demande: la nouvelle série fera-t-elle revenir les apps qui ont quitté l'Apple Watch? Didier, c'était un phénomène qu'on a observé l'année dernière. Quelques applications historiques ont disparu de l'univers de l'Apple Watch. On pense à Google Maps, c'est pas rien. On pense à eBay, par exemple. Il y a d'autres. La liste, l'inventaire est assez long. Hein. Oui, bon, les gens les utilisaient pas pour plein de raisons, parce que c'était lent, parce que l'écran était trop petit. Donc là, on peut se dire, voilà, avec plus de vitesse, avec plus d'écran, bah, quand tu affiches plan, par exemple, tu dis, tiens, ça devient enfin utilisable. Mais bon, il n'y a pas la boussole. Et puis le temps que tu cherches ton truc avec Siri, tu as plus vite fait de prendre ton téléphone. Moi, je suis pas persuadé que ça va faire une vraie révolution. Par contre, il y a certains types, effectivement, d'applications qui seront peut-être un petit peu plus intéressants. Par exemple, quand tu regardes tes performances, quand tu regardes ton cœur, voilà, ça va devenir à peu près visible, en fait, sur la montre. Moi, je pense pas que ça va créer de révolution. Et un dernier truc, c'est effectivement, quand tu cliquais sur un lien Twitter, il se passait rien avant. Alors maintenant, ils ont mis un peu de Safari à l'intérieur. Là, c'est vrai que tu commences à avoir en fait presque la largeur en pixels des premiers iPhones, ou même un peu plus, je crois. Et du coup, voilà, tu arrives à avoir des petits sites qui sont un peu adaptés. Donc, en dépannage, je dirais que voilà, il y a des petites choses comme ça qui redeviennent utilisables. Donc, on peut imaginer, par exemple, que Twitter revienne. Mais moi, je crois pas non plus à la révolution des applications. Aujourd'hui, quand les gens ont trouvé leur intérêt sur la montre, c'était pas en passant leur vie à regarder leur poignet, quoi. Allez vite, un bref clin d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone particulièrement résistantes. Rhinoshield vous propose cette semaine un bon plan, 15% de réduction sur toutes les coques de la marque, et ce pendant une semaine. Pour en bénéficier, il suffit de commander sur le site de Rhinoshield et de saisir le code promo ORLM au moment de valider votre commande. On passe à présent au busomètre avec Didier. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de la planète Apple cette semaine ? Et oui, Olivier, alors on commence avec un petit selfie gate en vue pour l'iPhone 16, puisque voilà, il y a des photos, en fait, des comparatifs de photos entre des selfies pris avec l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, où on remarque effectivement que sur le 10S, donc tu as ton visage qui est un petit peu amélioré, hein, il t'enlève tes boutons, tes défauts de peau, si t'es mal rasé, il te rase automatiquement. Enfin, ce qu'on appelle du contouring. Et bon, apparemment, nous on l'a pas tellement constaté sur nos modèles. Et on en reste fait, moche. Non, mais c'est qu'apparemment, dans certaines conditions de lumière, Apple applique un filtre en fait anti-bruit, et puis il corrige tout un tas de choses au niveau de l'exposition, parce que ces caméras sont quand même assez pourries, hein, en mode selfie. Et donc voilà, ça peut améliorer la peau, mais il y a des rumeurs qui disaient qu'effectivement en Chine, voilà, Apple applique certains traitements qu'ils n'appliquent pas forcément en Europe, donc voilà, ça a pu s'activer sur certains téléphones, mais voilà, moi j'ai pas l'impression que ce soit un vrai gros problème. Deuxième rumeur, Didier. Alors un autre gate qui est un chargeur gate, alors depuis une petite semaine ou deux, enfin depuis que les iPhone 16 sont commercialisés, depuis que iOS 12 est sorti en fait, il y a un petit problème sur certains appareils qui se chargent pas même si tu les branches. Et alors justement, juste avant de tourner l'émission, là apparemment le problème serait lié en fait bien à iOS 12, donc pas forcément au nouveau téléphone, et Apple aurait déjà corrigé le problème donc dans iOS 12.1 qui sortira je pense d'ici la fin octobre. Donc voilà, si vous avez des problèmes de charge, en fait quand votre iPhone a l'écran éteint, vérifiez bien qu'il se charge, ou alors utilisez la charge sans fil, puisque là apparemment il y a pas de souci de charge. Troisième rumeur. La sortie d'iOS 12 et du dernier macOS aurait fait augmenter la part de marché d'Apple donc sur le segment du Mac et sur le segment donc d'iOS. Alors c'est des choses qui ressortent un petit peu chaque année, mais c'est vrai que les nouveautés des fois attirent de nouveaux acheteurs. Donc on parle de quelques pourcents, mais à l'échelle d'Apple, ça peut être assez impressionnant. Ce qui est assez étonnant, surtout au vu du niveau de prix et de marge d'Apple, mais ça m'étonne d'année en année la capacité d'attraction de cette marque. Autre rumeur, Didier.
Alors, on parlait donc du prix des iPhones qui est quand même assez élevé cette année, qui a jamais été aussi élevé et qui forcément encourage le vol. On l'a vu ces dernières semaines en Apple Store, il y a eu énormément de vols d'appareils exposés. Et tu te rends compte maintenant, un petit appareil comme ça vaut 1600 balles, donc c'est extrêmement facile à voler. Donc voilà, si vous achetez les nouveaux iPhones, faites quand même gaffe parce que non mais on commence à avoir des produits très très chers dans la poche. C'est terminé pour le Busomètre, mais il y en avait encore une. Non, il y en a une toute petite. Une dernière. C'est effectivement il y a un procès, tu sais, entre Qualcomm et Apple en ce moment. Donc chacun cherche des preuves contre l'autre. Et alors le dernier argument en fait de Qualcomm, c'était donc que en fait Apple a fourni toutes les technologies de Qualcomm à Intel pour qu'il crée ses propres modèles, donc de modem, pardon. Mhm. Et voilà, bon, suite au prochain épisode, mais c'est vrai que si Apple avait fait ça, oui, non, je pense qu'il peut y avoir une vraie suite et effectivement, c'est beaucoup pour l'instant, d'argent, il y a beaucoup d'argent en jeu et puis même $, là, on parle de bloquer les importations d'iPhone, ça a été refusé, etc. Mais il y a quand même un vrai enjeu derrière pour Apple. Ouais, merci Didier, on va continuer à parler chiffres et performance cette fois-ci avec l'Apple Watch Series 4. L'Apple Watch Series 4 est-elle vraiment plus rapide ? On a vu que Origine des performances, l'Apple Watch disposait d'une nouvelle génération de puces, la S4. Il n'y a pas vraiment énormément d'avancées en termes de cadence de processeur. Bon, c'est plutôt pas très transparent du côté d'Apple. Ils ont insisté sur le fait que c'était 64 bits. Qu'est-ce que ça change ? C'est beaucoup plus rapide au quotidien, à l'usage, Didier. Regardez le test de lancement ici d'Apple Music entre la 3 et la 4. Effectivement, c'est un peu plus fluide. Le test de lancement du rythme cardiaque également qui prenait un peu de temps sur la première génération et là c'est quand même très très fluide également. Et puis si vous lancez Shazam ou si vous lancez Uber et puis vraiment le plus lourd, Didier, c'est reste plan. Il y a quand même un avantage à l'Apple Watch Series 4 même si plan reste quand même très lent sur l'Apple Watch, Didier. Oui, après, dans les applications, effectivement, c'est lié au SDK d'Apple, à tout un tas de choses. C'est vrai que le lancement qui soit immédiat, je trouve que c'était une nécessité sur la montre. On avait presque ça sur la série 3. Là, on l'a enfin cette année. Je te donne un autre exemple, c'est le temps pour allumer la montre, il est énorme. Tu mets, je sais plus d'une minute avec la série 3, ce qui était déjà une performance à l'époque. Et là, on passe à 30 secondes, mais ça reste quand même élevé. Et puis, un dernier point sur la vitesse, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est la transmission qui se fait toujours quand même beaucoup en Bluetooth, alors qu'il a une puce Wi-Fi à l'intérieur. Évidemment, c'est pour des histoires d'économie d'énergie, mais du coup, c'est vrai que notamment dans Plan, etc., tu sens qu'il cherche les infos quand tu lances Le Monde, etc. Tu sens qu'il cherche ça en Bluetooth. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que maintenant, il aurait les capacités d'aller plus vite s'ils utilisaient plus le Wi-Fi, en fait. C'est-à-dire qu'Apple priorise le fait que la montre communique avec l'Apple Watch en Bluetooth. C'est ça, en fait. Et donc, forcément, ça fait une sorte de goulet d'étranglement, bien que la nouvelle Apple Watch soit Bluetooth 5, mais on n'a pas forcément vu de grands progrès. Moi, ce que je trouve plus préoccupant, c'est Siri qui est lourd, qui est pâteau, qui n'est pas fluide. Et même lorsque tu n'utilises pas que tu n'as pas ton téléphone à côté, et par exemple tu cours et que tu demandes en train de courir, mets le son plus fort, dis Siri, change de morceau, ou dis Siri, demander une information, passe un coup de fil, il faut s'y reprendre à 4-5 reprises. C'est pénible, Didier. Et surtout, tu n'as pas envie d'attendre. Sur ta montre, tu n'as pas envie d'attendre. Donc on oublie, on n'utilise plus la fonction, c'est dommage. Et tu n'utilises plus. Ouais. Bon. En tout cas, le problème le plus notable, c'est la puissance du haut-parleur. Elle est vraiment plus élevée que son prédécesseur. On va faire un bref rappel, un petit test en plateau, si le réalisateur veut bien m'appeler. Ça va sonner de tous les côtés, alors je décroche que sur l'Apple Watch Series 4. Voilà. François, est-ce que tu peux me dire quelques mots ? François, c'est notre réalisateur. Je t'entends parfaitement bien. Voilà, effectivement, c'est un peu plus fort. Plus dit 50%, mais c'est un peu plus fort. Auparavant, j'avais tendance à faire ça dès que vous étiez un peu à l'extérieur pour écouter ce que disait votre camarade. Et là, c'est beaucoup plus fluide. Merci François pour ce test improvisé qui n'était pas du tout prévu, bien sûr. Donc, il y a du mieux. On parlait de puissance, on parlait de performance. Un argument important et un point important de la montre qui a été tellement décrié sur les anciens modèles, c'est l'autonomie. Bien sûr, quid de l'autonomie ? C'était vraiment son talon d'Achille sur les versions précédentes. Didier, ton sentiment, est-ce que toi, tu as senti du mieux, sachant que tu as toujours été un peu critique sur l'autonomie de l'Apple Watch ? Non, mais c'était le grand truc. D'ailleurs, dans les salons suisses, ils se fichaient d'Apple quand elle annonçait une petite journée d'autonomie. Mais parce que, effectivement, il faut la recharger tous les soirs et que là, rien ne change. On est toujours à peu près à 1 jour et demi. Si tu l'emmènes en week-end, que tu pars le vendredi soir et que tu reviens le lundi, c'est sûr juste que le dimanche à midi, tu n'as plus de montre. Et c'est d'autant plus dommage. Bon, il y a ce mode réserve qui te permet quand même d'avoir l'heure. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi ce tour de force en augmentant la taille du boîtier. Ils ont préféré rajouter des capteurs, ajouter des fonctionnalités pour faire une montre vraiment qui marque les esprits, plutôt que d'augmenter la batterie qui serait, d'ailleurs, je crois, ils l'ont démonté, je crois qu'elle est à peu près pareille, même un petit peu en dessous de la version d'avant, ce qui est fou.
Voilà, mais ils ont réussi à gagner effectivement avec les puces qui consomment un petit peu moins en rajoutant des capteurs. La batterie serait Alors moins que puissante. l'autonomie, ce serait quand même bien d'avoir au moins 2-3 jours quand même. Hein. Est-ce que c'est vraiment un frein à l'achat aujourd'hui, tu penses, par rapport au mastodonte entre guillemets suisse, le fait qu'une montre nécessite quasiment d'être rechargée tous les soirs, Grégory? Non, je ne crois pas. Les consommateurs font bien la différence entre un outil électronique et une montre mécanique. Donc, plus on gagnera d'autonomie, mieux ce sera. Je pense que ça a été un fantasme agité par les marques suisses pour marquer leur différence. Mais franchement, tout le monde recharge son iPhone tous les jours, voire 2 fois par jour. L'Apple Watch, pourquoi pas? Ça me paraît pas un argument de bataille suffisant. Bon, alors moi j'ai fait un test de mon côté, regardez, j'ai réalisé un test le week-end dernier, hein, j'ai couru, et oui ça m'arrive, à 37 minutes via l'app Nike Run Club, et l'iPhone bien sûr était resté à la maison, donc j'ai couru avec le GPS activé et la 4G activée. Ensuite j'ai marché une vingtaine de minutes le week-end dernier, j'ai fait un effort, une vingtaine de minutes assez intensif. En même temps j'ai écouté 1 heure d'écoute de musique sur Apple Music, en 4G, en utilisant les AirPods, donc là j'ai encore chargé la batterie via le Bluetooth. J'ai reçu, bien sûr, durant ce week-end de nombreuses notifications. J'ai eu divers appels téléphoniques, tantôt de manière indépendante, tantôt en tapant en Bluetooth sur l'iPhone. Et j'ai également utilisé une application qui permet de calculer votre nuit de sommeil, savoir si vous avez bien dormi. C'est toujours important de savoir si on a bien dormi. Bref, la batterie n'a pas tenu tout le week-end, mais tout de même, Didier, mais elle a tenu quand même 31 heures, ce qui est quand même pas mal. Et puis j'ai remarqué qu'on gagnait tout simplement en autonomie si on affichait un écran noir plutôt qu'un écran blanc. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà, 31 heures, elle progresse. C'est pas encore, c'est pas la journée, mais c'est plus que la journée, mais c'est pas encore 2 jours. Donc vous avez bien compris, cet Apple Watch a quelques progrès. On va essayer de lister maintenant ensemble quels sont ses manques. Messieurs, quels sont les manques de cet Apple Watch? À l'instant, évidemment, on parlait de Siri qui marche. Je crois qu'on est tous d'accord pour vous dire que il faut faire un effort côté Siri, et sur l'Apple Watch, je trouve qu'il est beaucoup moins réactif que sur les autres appareils. Voilà, moi j'ai trouvé, premier point, qu'elle n'était pas assez sociale cette montre. Quand on fait du sport, on aime bien partager ses exercices, et la fonction exercice, même si c'est ouvert à ses amis, elle ne permet pas de partager des séances de sport sur les réseaux sociaux comme peut le faire un Nike notamment, ou un Runtastic sur l'iPhone. Moi j'ai trouvé que c'était un vrai frein, et on a eu beaucoup aussi de retours de votre part, de fans de Spotify qui attendent la version 4G de Spotify sur l'Apple Watch. Aujourd'hui, il faut être abonné à Apple Music. Est-ce que tu as des infos, peut-être Didier, c'était pas prévu, mais est-ce que tu as des infos de ton côté? C'est comme CarPlay, quoi. Ils débloquent ça petit à petit. Simplement, ils privilégient forcément leur propre service. Mais je crois que Spotify, enfin, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que ça pas arrivé. Hein. C'était annoncé. Oui, il y avait avec déjà une application à titre privé. Un développeur avait réussi à développer une application non officielle Spotify qui permet d'écouter Spotify sur l'Apple Watch sans utiliser l'iPhone. Et cette application a été rachetée, et ce développeur travaille maintenant pour Spotify. Donc ça devrait plus tarder. L'autre fonction que j'ai trouvée, qu'on attendait, qu'on espérait voir, Stéphane en parlait lors du live, ils ont racheté Bedit, l'application de mesure du sommeil, et il n'est toujours pas intégré à l'Apple Watch, il faut utiliser une application tierce. Hein. Oui, bon, ça va venir, mais je pense pas qu'on puisse dormir avec parce qu'il y aurait des problèmes de batterie déjà, donc on va peut-être utiliser encore des applications. J'ai dormi avec, moi, ce week-end. Ah oui, et t'es content d'avoir dormi Oui, avec il m'a dit si j'avais bien dormi. Ah oui, t'es content. Voilà. Non, mais c'est pratique, ça te donne... Non, j'utilise des applications, voire même le casque Dream, hein, Ouais. pour le sommeil, c'est très bien, mais bon, je sais pas, j'ai du mal à dormir avec quelque chose. Donc, Mais autrement, quand on l'a dit, une nécessité qu'il y ait plus d'opérateurs aptes à gérer les SIM et les réseaux 4G, ça devrait arriver. Et vraiment, moi, ce qui m'a gêné, je ne sais pas si tu es d'accord, Didier, c'est le fait qu'elle ne soit pas compatible avec la recharge Qi, hein, le mode de recharge propre au smartphone. C'est une norme d'Apple, et ça, franchement, c'est la plaie. En fait, apparemment, Apple utilise quand même une norme Qi standard. Mais c'est le connecteur. Mais oui, parce que non, mais il y a des marques qui arrivent à en faire, donc c'est Oui, mais tu payes une licence. Bah, écoute, il y a plein de trucs chinois avec lesquels ça fonctionne. Donc, Ouais. je pense que. Mais le problème, c'est les tailles de bobines. Enfin, c'est pas forcément compatible avec effectivement une grosse bobine de smartphone. Donc, il faut faire des appareils qui soient vraiment dédiés pour ça. Ça impose de les mettre bien centrales. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui aucun chargeur qui gère les deux.
Et parce qu'il y a aussi ce problème de placement. Où est-ce que tu mets ta montre sur ton chargeur? Est-ce qu'elle va tenir, etc. Mais c'est vrai que quand tu as tous tes trucs sans fil, il faut encore ton galet pour l'Apple Watch, il faut encore ton câble Lightning pour les AirPods. Ça commence à devenir pénible. On veut le chargeur, on veut l'AirPower. On veut l'AirPower. Non, mais il n'y a pas d'autre mot. Il nous faut un truc comme ça. Ouais. Et il n'y a que Apple qui peut le faire, puisque forcément, il y a elle qui maîtrise l'ensemble de ces technologies qui sont quand même un petit peu différentes d'un produit sur l'autre. Ouais, et surtout si vous voyagez, vous baladez à chaque fois avec le chargeur du MacBook Pro, le chargeur de l'iPhone, le chargeur de l'Apple Watch. Là, vous avez un chargeur au moins pour l'Apple Watch, l'iPhone et les AirPods. Rien à ajouter au niveau des manques, messieurs? J'y vais. En tant qu'amateur de montres, j'aimerais bien que Apple débloque la possibilité de créer des cadrans plus amusants oui. que les séries dont on dispose. Apple l'a autorisé pour Hermès. On aimerait bien que Apple autorise des cadrans qui ressemblent à Rolex ou des cadrans très créatifs qui n'existent pas, mais qui seraient superbes. C'est le cas dans le monde Android, c'est pas le cas dans le monde Apple. Didier, autre réclamation? Moi, il y a un manque que je trouve assez important, c'est la boussole. Je comprends pas comment ils n'y arrivent pas. Ouais. Alors, je pense qu'il doit y avoir des problèmes d'interférence, mais dans Plan, il n'arrive pas à t'orienter. Et puis surtout, si tu vois, il s'oriente vers le sport, mais il y a quand même énormément de sports, notamment la rando, la montagne, ou même simplement quand tu fais ton petit footing, t'aimes bien savoir dans quel sens t'es. Et ça n'arrive toujours pas. On en est quand même à pas mal de générations. Alors, il y a dedans quand même des baromètres, etc. Donc, moi, je comprends pas comment ça se fait que la boussole n'y est pas, en fait. Alors, malgré ces défauts, vous l'aurez compris, on est plutôt emballé par cette version 4 de l'Apple Watch que j'ai au poignet. On comprend dès lors pourquoi beaucoup d'analystes ont commencé à annoncer des chiffres assez forts, assez délirants sur les ventes, que les ventes allaient vraiment décoller cette année lors du trimestre de Noël. Quelle est la réaction de l'industrie horlogère suisse aujourd'hui, Grégory? Est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on se muscle pour contrer Apple? Quelle est l'attitude en Suisse aujourd'hui face à Apple? L'attitude, c'est celle d'un animal bien connu qui est l'autruche qui met la tête dans le sable pour pas voir ce qui se passe. Beaucoup de CEO m'ont dit qu'ils avaient compris qu'il y avait un vrai danger et qu'on pourrait rien faire. Et je suis frappé de voir beaucoup de cadres de l'horlogerie suisse, et je baigne là-dedans, donc je les vois en permanence, me dire qu'après tout, peut-être pour Noël, ils essaieraient de se trouver une Apple Watch 4 parce que ça vaut le coup d'essayer. Donc je pense que le grand basculement aura lieu en fin d'année. Personne ne s'y prépare, personne n'est prêt, ne s'y est préparé, personne ne s'y prépare. J'ai pas d'inquiétude pour Rolex, pour Patek Philippe, pour Richard Mille, voilà. C'est pas... Mais au-dessous, ça va commencer à dégager. Et même Swatch, peut-être, tu penses? Swatch, mais ils sont déjà plantés. Ouais. Et je vous rappelle quand même que Swatch avait refusé de faire l'Apple Watch, alors que Apple voulait faire une Apple Watch by Swatch à l'origine. Hein. Mais j'avais loupé ça, stratégique mortelle. Grégory, Swatch avait annoncé qu'ils allaient faire une 100% Swiss made, électronique, etc. Ça en est où, ça? Ils nous l'ont annoncé pour la fin de 2016. Oui. Fin 2017, on n'a toujours rien vu. Et ils en parlent même plus, donc je pense que fin 2018, ce sera toujours pas là. Alors qu'ils avaient tout pour le faire. Et la difficulté, c'est que, encore une fois, il faut développer son propre operating system, son propre système d'exploitation, ou adopter celui d'Android. C'est ça la difficulté, hein? Oui, mais Swatch travaille à son OS. Le problème, c'est que c'est un OS qui parlera à personne, qui parlera au Swatch. C'est comme le système Swatch Pay qui est destiné à concurrencer l'Apple Pay. Si vous n'avez pas de Swatch, vous n'en servez pas. Et puis, personne n'achète une Swatch pour payer son café et ses croissants. Allez, on passe directement à vos coups de cœur. Avant les coups de cœur, un clin d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone particulièrement résistante. Rhinoshield vous propose cette semaine un bon plan, 15% de réduction sur toutes les coques de la marque, et ce pendant une semaine. Pour en bénéficier, il suffit de commander sur le site de Rhinoshield et de saisir le code promo ORLM, c'est facile, ORLM, au moment de valider votre commande. Allez, on passe au coup de cœur et tout de suite on commence avec notre ami. Allez, on va commencer avec Alexandre. Mon coup de cœur, c'est Oculus Quest, le nouveau casque de réalité virtuelle d'Oculus. Ça, tu aimes ça, la réalité virtuelle, toi, tu es un grand fan, hein? Oui, j'aime bien. En fait, c'est pas encore prêt et c'est un petit peu comme ça, quand on aime la technologie, on aime un peu les innovations. Les démos de geek. Bugs, etc. C'est toujours drôle, un peu le plaisir de voir les choses avant que ça soit grand public. Ce n'est pas grand public. Pour l'instant, ils disent le jeu vidéo parce que c'est plus simple comme marché, c'est plus niche. Et du coup, voilà, ça coûte $399. Ça a été annoncé par Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, la semaine dernière, et ça sera en 2019. En gros, c'est sans câble. Avant, il fallait le brancher à un PC. Maintenant, c'est tout en un. Pas besoin de PC, pas besoin de câble, rien. Juste un casque autonome complètement.
et qui est en 1440p, donc c'est un peu plus que du Full HD, et donc c'est sympa. Parle-nous brièvement, parce qu'on est en retard, Alex, de ta startup. Allez, vas-y. Alors Flex, c'est ma startup que je suis en train de lancer, qui est à ses tout débuts. En fait, c'est une plateforme de freelancers décentralisés. Donc en fait, le monde de la freelance aujourd'hui, soit on a beaucoup de contacts et on fait ses projets de freelance et on se fait employer, soit on passe par des plateformes qui prennent beaucoup de commissions, qui sont centralisées. Et donc le monde de la blockchain, petit buzzword que je cale, le monde de la blockchain pourrait beaucoup aider à beaucoup de choses pour ce qui est le système escroc, c'est-à-dire pour garder les paiements. Et ça serait décentralisé, et du coup ça passerait par des contrats intelligents. Voilà, c'est ces nouvelles technologies que la blockchain peut apporter, et je vous en parlerai peut-être un tout petit peu dans les semaines à venir de l'évolution, mais pour l'instant je prépare le site. Voilà. Alors fais gaffe, parce que l'idée est tellement bonne que ça n'inspire pas d'autres gens. Il faut aller vite là maintenant. Non, ça c'est la culture française, que les gens vont piquer l'idée. Si les gens sont intéressés. L'idée est belle en tout cas, bravo. Autre coup de cœur avec Didier. Je t'en fais deux. Alors, un petit rapide, c'est les bracelets Hermès. On a fait une petite vidéo la semaine dernière. Magnifique. Qui est vraiment, ils sont vraiment superbes. Franchement, voilà, plutôt qu'acheter un bracelet Apple à 150 balles, mettez le double à votre copine, votre femme, et vous aurez quelque chose de beaucoup mieux, et qui durera peut-être aussi même un peu plus longtemps, avec des très très beaux cuirs français et tout. Donc ils sont vraiment très très jolis. Mon deuxième coup de cœur, c'était, je crois qu'on en a pas parlé encore. C'est, je sais pas si tu te rappelles de Motion VFX, qui est une société qui fait des plugins pour Final Cut Pro, et ils ont sorti là il y a une semaine ou deux un plugin qui s'appelle MO2, et qui est une espèce de logiciel 3D dans Final Cut Pro, ils ont recréé un peu Motion, enfin j'exagère un peu, où tu peux importer tes modèles 3D, il y a des templates et tout, et là je suis en train de tester ce truc, et c'est assez impressionnant. Je sais pas si notre réalisateur a pu le tester. Il faut quand même une grosse machine, parce que forcément tu fais de la 3D, mais ça offre des possibilités très intéressantes à un moment où Apple se désintéresse un peu de ça, et Motion, tu vois, il est un peu laissé à l'abandon, ce qui est quand même assez dommage. Il y a un boulevard pour After Effects en ce moment, effectivement. Exactement, mais c'est vrai que dans Final Cut, il y a quand même beaucoup de choses à faire, parce que le programme est vraiment très mature maintenant, et il manquait un peu de plugins. Là, il y a vraiment des boîtes qui font des trucs super en ce moment. Merci Didier. De ton côté, Grégory, est-ce que tu as un petit coup de cœur ? Moi, je viens de tester pendant quelques semaines la montre Alpiner X, qui est de la marque suisse Alpina. C'est une montre Swiss made, et c'est une montre connectée suisse qui a battu le record de socio-financement sur Kickstarter, puisqu'ils ont pris $1,5 million de $. Franchement, ça ressemble à une montre. À part moi, quand je la regarde de près, personne croit que je porte une montre connectée. Donc, c'est une montre qui donne bien le change, qui est bourrée de fonctionnalités, qui est très pratique, qui est très solide. Je n'ai pas à m'en plaindre. Je pense que c'est une très belle idée, une très belle réalisation suisse. À 500 unités, c'est plutôt encourageant. Et 500 unités, c'est-à-dire 500 francs suisses, c'est ça ? Oui, $500, euros, ce que tu veux, c'est à peu près pareil. Donc voilà, donc c'est une vraie concurrente de l'Apple Watch, et c'est sous Android, hein ? C'est sous Android, oui. Les fonctions sont, tu payes pas, les fonctions sont moins étendues que sur l'Apple Watch, mais franchement, ça tient la route. Et tu vois que l'industrie suisse réagit, c'est bien. Oui, voilà. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Bon. Et j'en profite pour vous remercier, j'ai passé un très bon moment avec vous. Voilà. Et puis on invite surtout à ceux qui sont passionnés de montres d'aller voir ton site. Tu nous en dis deux mots brièvement ? Businessmontre.com, c'est une média-facture d'informations horlogères. C'est tous les jours, il y a des nouvelles qui partent dans tous les sens, et qui s'intéressent à toutes les montres de 100 à 100 000 francs. Voilà, et puis il y a des analyses vachement intéressantes, je vous invite vraiment à lire ça. Merci Grégory. Stéphane, est-ce que tu as trouvé un coup de cœur ? J'en ai deux. Alors, pour l'en est, allons-y. J'en ai deux, mais un très court, c'est le dernier livre de Yuval Noah Harari, qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Alors autant le premier, Sapiens, était plutôt s'occuper du passé, Homo Deus c'était s'occuper du futur. Là, on est plus sur le présent, avec des prédictions. Il y a beaucoup de choses qui sont répétitives peut-être par rapport à Homo Deus, mais voilà, donc j'ai commencé à le lire, c'est fascinant. Et deuxième coup de cœur, en fait, c'est une constatation, on s'est faite aux États-Unis. On s'aperçoit que on arrive à une sorte de plafond dans l'utilisation des téléphones mobiles. Là, on est à 95, ça y est, depuis 2017, ça y est, on arrive à une stagnation, on ne peut plus aller plus haut. Pareil pour les réseaux sociaux, mais avec une légère baisse. Il y avait déjà des baisses. Et il reste que deux choses qui augmentent de façon très importante. Vous allez voir dans tout ça. Ce sont les assistants vocaux, les Alexa, les HomePod, les Google Home, et un réseau social qui est Instagram.
Et en gros, c'est vrai que sur Instagram, donc il y a une nouvelle application. Moi, je la teste depuis plus d'1 an parce qu'elle était limitée dans certains territoires, qui s'appelle Direct, qui est le Messenger d'Instagram. Exact. Et je l'utilise, là pareil, je mets le lien et je l'utilise. Et c'est vraiment, finalement, quand je regarde dans le temps d'écran, c'est une des applications que j'utilise le plus et les gens, on communique de plus en plus là-dessus. Il y a beaucoup de petits deals et des rencontres qui se font à travers ça. On ne sait pas pourquoi, mais cet usage-là, donc en gros, la communication visuelle d'Instagram plus cet échange qu'on peut avoir, commence à avoir un intérêt et ça peut être supplanté. Alors, comme ça appartient à la même maison, donc c'est bien, mais peut-être si on observe un déclin de Facebook, on voit qu'Instagram est en train de monter, peut-être que l'avenir viendra sur la photo, la communication visuelle, et pour ça que la photo aura toujours d'importance sur nos smartphones, et on en a déjà parlé la semaine passée, on en reparlera je pense dans d'autres émissions, mais c'est quelque chose qui est en train de se doter. Donc si on se souvient, donc c'est vrai que Direct, donc ils sont en train de sectionner la partie Instagram restera toujours la même, et la partie messaging qui va se sortir, et donc là l'appli sort ces jours-ci, je l'espère, en France. En tout cas, moi je peux vous dire qu'elle est superbe. Ok, merci. Stéphane, de mon côté, c'est à la fois un peu au milieu du chemin entre le smartphone, l'ordinateur et bientôt la montre. C'est un utilitaire de gestion de mots de passe, ça s'appelle Dashlane, c'est connu, la nouvelle version est désormais disponible. Alors pourquoi choisir un utilitaire de gestion de mots de passe payant alors que le trousseau d'accès est intégré et gratuit à macOS 10? D'abord parce que le trousseau d'accès est vraiment perfectible, croyez-moi. Secondo, il se limite au monde Apple alors que Dashlane non, et enfin Dashlane vous en offre beaucoup plus. Donc il est compatible avec Windows, donc si vous avez un PC au bureau et un Mac à la maison, ou un Mac et un PC, vous retrouvez le mot de passe. Si vous avez un Android, que l'employeur vous impose un Android, par exemple, vous pouvez récupérer vos mots de passe également, en dehors de macOS et iOS, qui est propre à trousseau d'accès. Et en plus, il en offre plus pour le même prix, ou presque, avec un mode de surveillance, on en parlait à l'instant, du dark web, qui prend de plus en plus importante, et surtout l'intégration d'un VPN pour vous garantir un anonymat sur le web, et tout ça pour le même prix, à peu près 40 € par an. Moi, je l'ai adopté, il s'appelle Dashlane. C'est une entreprise française en plus. C'était une entreprise française, voilà, mais elle reste toujours basée en France, et elle reste toujours managée par des Français. Mais elle est passée sous pavillon américain, je crois. C'est la fin de ce 306e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine émission. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.